Bonjour, bienvenue au Printemps de l'économie. Je suis Bénédicte Tassard, je suis responsable du service international sur l'antenne de RTL. Ensemble, nous allons discuter de l'élargissement de l'Union européenne. Une Europe à plus de 27 est-elle gérable? Les Balkans, l'Ukraine, la Moldavie frappent à notre porte et vont entrer. Alors les règles du jeu doivent-elles être modifiées? Quels efforts demander aux nouveaux? Le centre de gravité de l'Europe va se déplacer vers l'Est. Quelles conséquences? On en discute avec Teuta Vaudot. Bonjour Teuta Vaudot. Vous êtes en direct de Bruxelles. Est-ce que vous nous entendez? Tout à fait, très bien. Merci pour l'invitation. Vous êtes ancienne vice-ministre de la Justice en Albanie, professeur associé à l'Université à Paris et à Sciences Po, toujours à Paris. Adina Revol, bonjour. Bonjour. Porte-parole à Paris de la Commission européenne. Luc Hamasek de l'Institut Delors, bonjour. Bonjour. Chercheur, vous regardez de près l'Europe centrale et orientale. Et puis Alexia Kefalas qui est avec nous depuis Athènes. Bonjour Alexia. On vous entend, on va vous entendre d'ici une minute. Je pense que le micro n'est pas ouvert. Bonjour. Voilà, journaliste, correspondante en Grèce. On se connaît bien, Alexia et moi, puisque nous travaillons pour RTL, mais aussi Alexia travaille pour de nombreux titres de presse en France, Le Figaro, entre autres. Alexia, tu vas nous raconter l'expérience grecque. Mais d'abord, Adina Revol, un petit point pédagogique. Nous sommes 27. Qui veut rejoindre l'Union européenne aujourd'hui ? Oui, bonjour à tout le monde. Je suis ravie de vous voir aussi nombreux à nous écouter parler d'élargissement. Et aujourd'hui, effectivement, je suis là pour vous parler élargissement au niveau de la Commission européenne. Mais je voulais vous dire que pour moi, l'élargissement, c'est quelque chose de très concret puisque je suis née en Roumanie. Et il y a 20 ans, j'avais 22 ans et j'ai vécu cet élargissement-là. Donc pour moi, lorsque je parle d'élargissement, je parle de quelque chose de très concret puisque c'est quelque chose que mon pays, le pays où je suis née, a vécu. Alors, effectivement, l'Union européenne, pour revenir un peu en arrière, l'Union européenne est une construction unique au monde, c'est une union unique au monde que beaucoup nous envient. Et c'est un projet de paix qui est né en 1957 à Rome. Alors, au début, on était 6, il y avait 6 États membres fondateurs. Aujourd'hui, nous sommes 27, il y a 450 millions d'habitants. Au début, on était 6 États membres avec 200 millions d'habitants. On a eu 8 élargissements. On a eu le Brexit aussi, parce que dans l'Union européenne, on rentre, mais on peut aussi en sortir, parce que l'Union européenne, c'est une union de valeurs, c'est une union démocratique, donc on peut aussi décider démocratiquement de la quitter. Alors, effectivement, quelles sont les règles du jeu? Pour rentrer dans l'Union européenne, tout État géographiquement situé dans l'Union européenne peut faire la demande. Alors, cet État doit promouvoir et respecter les valeurs de l'Union européenne, parce que l'Union européenne, comme je le disais, c'est une union de valeurs. C'est vraiment le socle commun de notre union. Bien entendu, une fois que le pays obtient le statut de pays candidat, le chemin ne s'arrête pas là. C'est là que tout commence. Et aujourd'hui, il y a 9 pays candidats dans l'Union européenne. Vous les avez mentionnés, l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie, les 5 pays des Balkans. Il y a la Turquie aussi, mais les négociations sont au point mort parce qu'on peut aussi décider d'arrêter les négociations si le processus justement de mise en œuvre de l'acquis est arrêté, s'il y a des problèmes liés aux valeurs dans les pays qui cherchent à devenir membres de l'Union européenne. Alors, dans l'Union européenne, on a un processus qui est très clair, en fait, un processus d'adhésion bien rodé. Comme je vous ai dit, on a eu 8 élargissements, donc on a un processus bien rodé avec des règles strictes. On a les fameux critères de Copenhague, c'est-à-dire que le pays qui veut devenir membre de l'Union européenne doit respecter un critère politique, un critère économique, et puis ensuite un critère qui s'appelle le critère de l'acquis, c'est-à-dire qu'on a les lois européennes qui sont partagées en 35 chapitres, dont les premiers chapitres, ce sont des chapitres qu'on appelle des fondamentaux, notamment les chapitres liés au respect des valeurs et de l'état de droit. Et donc, ces chapitres-là sont les plus importants. Donc, en fait, on a 35 chapitres de l'acquis européen. On peut avoir un exemple, juste un exemple d'un chapitre?
Par exemple, il y a le chapitre lié à la libre circulation en Europe, à la connectivité, à l'énergie. Et d'ailleurs, justement, pour répondre à votre question, dans le cas de l'Ukraine, je vais donner un exemple très précis. L'Ukraine, en fait, a déjà commencé à mettre en œuvre une partie de l'acquis européen, de telle sorte que lorsque le statut de pays candidat lui a été accordé, 70% de l'acquis, donc c'est des règles européennes, étaient déjà en place. Donc on a eu, par exemple, dans le domaine de l'énergie, le marché européen et le marché ukrainien ont été connectés. On va y revenir si vous voulez bien. On va, avec Tota Vodo, justement, on va prendre l'exemple de l'Albanie, qui est dans la salle d'attente depuis un moment. Pourquoi vouloir intégrer l'Union européenne, Tota Vodo? Oui, merci beaucoup encore pour l'invitation. C'est vrai que c'est aujourd'hui une question pertinente et on parle de plus en plus maintenant avec la guerre de l'Ukraine sur l'élargissement, mais ça fait quelques années que l'agenda élargissement n'était pas du tout populaire. Moi-même, ça fait quelques années où j'étais présente au Parlement européen et là, on se rendait compte que chaque fois qu'on parlait de l'élargissement, eh bien, c'était considéré comme une thématique hors de jour. Donc, il y a ces pays, les 6 pays de Balkans, en fait, qu'ils sont dans la liste d'attente depuis plusieurs années, parce que, comme on dit très souvent dans le cercle de Bruxelles, eh bien, cet enthousiasme pour élargir l'Union, c'est passé. C'est comme une train qu'on a raté. C'était le train des années 90, où il y avait cet enthousiasme absolument d'élargir l'Union et de faire en sorte que tous les pays de l'Est pouvaient adhérer. Eh bien, on a bien raté ce train, malheureusement, et on a vu que tous les États membres, mais aussi l'Union en soi, eh bien, ils ont commencé à réfléchir sur les conséquences de l'élargissement. Donc, en attendant, évidemment, les pays de Balkans dans les années 90 n'étaient pas du tout prêts, vu qu'ils sont passés parmi plusieurs guerres ethniques qui a fait en sorte que la région, même encore aujourd'hui, subit encore les conséquences. Et donc, pourquoi l'Albanie aujourd'hui veut entrer? Oui, en fait, quand on parle de l'Albanie, que c'est un pays pas membre de la Fédération yougoslave, eh bien, c'est un pays qui a toujours eu la vocation de faire partie de la famille européenne, a eu un passé un héritage communiste très accentué. Donc, le désir de peuple albanais de faire partie de la famille européenne. On peut le voir aussi avec les pourcentages qu'on a même aujourd'hui. Chaque fois qu'on demande aux citoyens, eh bien, il y a une demande et il y a un enthousiasme vers l'idée de faire partie de l'Union européenne. Pas nécessairement pour les bénéfices financiers, économiques ou toutes les facilités qu'on peut avoir. C'est surtout aussi pour les citoyens, aussi une question symbolique. Donc, faire partie d'une union qui représente deux valeurs. Donc, quand on parle de valeurs, eh bien, c'était bien mentionné avant qu'un des piliers très importants et qu'on ne peut jamais mettre en question, on ne peut jamais faire de compromis de l'Union, c'est les droits fondamentaux. C'est-à-dire aussi qu'on doit tout d'abord penser et considérer que l'état de droit, c'est le pilier absolu de l'Union. Et c'est sur ce pilier que ces pays sont basés, vu qu'il ne faut pas oublier, ce sont des pays qui, encore aujourd'hui, souffrent beaucoup de la corruption et d'un manque d'intégrité et de transparence. Donc, il faut justement penser à ce pilier de l'Union qui doit être le point de référence pour la région même, donc pour l'Albanie.
l'Albanie, qui a fait de pas très, très significatifs envers l'état de droit et la réforme judiciaire, et aussi c'est considéré aussi le point de référence pour après investir dans le pays et faire développer l'économie. Donc on utilise surtout ces valeurs et ces principes de l'Union pour que ces pays candidats peuvent se conformer. Lucas Masek, les adhésions à venir, ça va être plus difficile qu'il y a 20 ans? En effet, je pense que fondamentalement, il y a deux séries de difficultés. D'un côté, les difficultés qui se trouvent du côté des États membres de l'Union européenne actuelle, et puis bien évidemment des difficultés du côté des candidats qui étaient déjà mentionnés. Alors, si je développe brièvement, du côté de l'Union, il y a toute une série de facteurs qui rendent ce futur élargissement difficile. Tout d'abord, on a laissé s'installer, je pense, à tort, personnellement je pense que c'est à tort, on a laissé s'installer une interprétation assez noire, assez négative des élargissements passés, et notamment celui de 2004-2007, qui, notamment en France, a été communiqué politiquement d'une manière qui était très déséquilibrée. On a beaucoup entendu les contre, on a peu entendu les pour, et je pense qu'il voilà, y a un certain nombre de responsabilités côté français, mais aussi côté pays candidats de l'époque, hein, qui aussi de leur côté n'ont peut-être pas fait tout ce qu'il fallait. Mais toujours est-il qu'il y a un peu ce passif de cet élargissement qui, dans beaucoup de pays de l'Union européenne et aussi, je pense, au sein des institutions européennes, est quand même considéré comme un des grands succès en fait de l'Union européenne. On a réussi à prendre le virage de la sortie de la guerre froide d'une manière extrêmement constructive, pacifique et convergente, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan économique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes, notamment sur le plan politique, il y a effectivement des dérives dans certains pays qui interrogent, mais qui ne sont pas la spécificité de ces pays. C'est des dérives qu'on peut trouver malheureusement un peu partout aujourd'hui en Europe. Et sur le plan économique, bien sûr qu'il y a eu aussi, comme toujours, hein, il y a des coûts et des bénéfices, et il n'y a pas eu que des bénéfices, bien sûr. Mais fondamentalement, je pense que l'élargissement était un très grand succès, mais n'a pas du tout été vendu, entre guillemets, comme tel, politiquement, et notamment dans certains pays, et notamment en France, qui est un pays qui en plus a une tradition de scepticisme à l'égard de l'élargissement. Et aujourd'hui, alors, pour les pays à venir ? Et donc, alors juste, il y a aussi un contexte socio-économique et politique aujourd'hui dans l'Union européenne qui évidemment ne facilite pas les choses. Hein. Quand vous avez une montée en puissance des forces politiques qui prônent plutôt le repli sur soi, c'est pas vraiment un contexte favorable. Du côté des candidats, il y a toute une série de difficultés qui sont évidemment variées. Hein. Chaque candidat a son lot de spécificités et donc de difficultés particulières, mais je vais en citer les plus importantes. Déjà, pour certains pays candidats, il y a la qualité même d'État qui en fait pose question. L'exemple emblématique, c'est le Kosovo, qui n'est pas reconnu par tous les États membres de l'Union européenne. Donc vous voyez bien la difficulté, ne serait-ce que juridique, hein, comment négocier l'adhésion d'un État qui n'est pas reconnu comme tel par certains membres de l'Union européenne. Mais on pourrait interroger par exemple aussi la viabilité de la fédération de Bosnie-Herzégovine, etc. Il y a évidemment la question de décalage économique. Ce sont des pays qui, en termes de... Certes, c'est des pays qui sont quand même pas mal développés ces dernières décennies, mais je pense qu'en moyenne, et notamment par exemple si on prend l'Ukraine, et a fortiori avec toutes les destructions que la Russie est en train d'infliger à ce pays, on est quand même face à un défi économique qui est plus important que ce qu'on a connu en 2004. Politiquement aussi, ce sont des pays qui, là je pense notamment aux pays des Balkans, qui, comme ça a été déjà évoqué, vivent depuis 20 ans dans une forme de frustration, de sentiment de ne pas être, d'être rejetés en fait par les Européens, d'avoir été dupés d'une certaine manière. On leur a promis quelque chose il y a 20 ans et on n'a pas fait grand-chose pour tenir cette promesse. Eux aussi, ils ont peut-être des choses à se reprocher, mais toujours est-il, il y a cette frustration là où en 2004, il y avait de l'enthousiasme. Ça a déjà été évoqué par Teta Vodo. Et puis, il y a aussi des difficultés très concrètes liées notamment aux trois pays qu'on appelle maintenant dans le jargon un peu le trio oriental, c'est-à-dire l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie. Il y a un énorme enjeu de sécurité parce qu'il s'agit de trois pays qui sont en conflit ouvert ou gelé, mais qui peut se rouvrir à tout moment, avec la Russie, avec une puissance nucléaire. Donc évidemment, se pose la question de la garantie de sécurité
qu'on peut apporter ces pays, parce qu'évidemment, faire adhérer à l'Union européenne un pays qu'ensuite on ne saurait pas ou on ne voudrait pas défendre si c'est fait attaquer par un voisin, évidemment, ça pose un énorme problème et de fait, ça serait une catastrophe pour la crédibilité géopolitique de l'Union européenne. Donc il y a aussi ce type d'enjeu, notamment pour ces 3 pays-là. Mais en même temps, je vais finir là-dessus, il y a un contexte géopolitique qui fait que beaucoup de gens ont pris conscience qu'ils n'avaient pas forcément il y a 5 ans, il y a 10 ans, qu'il y a une forme de nécessité, ou en tout cas une forme d'énorme intérêt européen à reprendre justement ce qu'on a réussi en 2004, de reprendre cette capacité à sortir des situations délétères en donnant une perspective, en donnant un cap, en donnant aussi un soutien pour que ces pays rentrent dans une dynamique. Et je pense que tous les jours, quand vous ouvrez la télévision ou regardez sur Internet ce qui se passe en Ukraine, dites-vous que c'est aussi, d'une certaine manière, une illustration brutale, cruelle, tragique du coup de non-élargissement, au sens du coup de la non-participation à cette dynamique européenne qu'on a mis en place d'abord en Europe occidentale, puis en Europe centre-orientale, depuis 1950 et depuis 1989. Et si on arrive, ces bouts du continent européen qui aujourd'hui ne profitent pas de cette dynamique, de les faire rentrer tardivement, mais quand même dans cette dynamique, c'est une valeur énorme. Et si on veut raisonner en termes bassement matériels, c'est aussi une économie énorme, parce que si vous trouvez que l'élargissement coûte cher, regardez ce que coûte le non-élargissement. On va partir en Grèce. Avant, je vais vous rappeler quand même qu'on attend vos questions. Vous faites le hashtag Printemps de l'écho sur Twitter. Vous posez vos questions, on va nous les relayer. Et puis, bien sûr, dans l'Assemblée, ici, physiquement, on attend vos questions. On part en Grèce pour justement évoquer l'exemple grec. Alexia, on a beaucoup parlé de la crise grecque, il y a plus de 10 ans déjà. Comment va le pays maintenant? Et est-ce grâce à l'Europe? Je voudrais aussi rebondir sur ce qui a été dit avant. Alors, le pays, forcément, va beaucoup mieux après 10 années de crise entre 2008 et 2018. Donc, la Grèce a été dans un tourment économique et budgétaire, et donc elle a dû se plier aux mesures d'austérité très drastiques de l'Union européenne, du Fonds monétaire international et de la Banque centrale européenne. Ça a été très dur pour les Grecs. En chiffres, c'est simple, la Grèce a perdu un quart de sa richesse nationale. Donc, c'est dire la paupérisation brutale qu'a connue le pays pour revenir, en fait, aux normes européennes qui sont imposées. Bon, aujourd'hui, la dette, elle est toujours aussi abyssale, ça n'a pas changé depuis 2008, mais le déficit, forcément, a été résorbé. En tout cas, il continue de baisser et c'est le pays qui assure le plus de records, en tout cas, par rapport au reste de l'Union européenne. Il a été élu pays de l'année en 2023 par The Economist. C'est dire à quel point c'est une distinction. Les investissements reviennent, l'économie va mieux. Ça a été un prix quand même très, très difficile pour la population. Mais c'est ce qui étonne aujourd'hui les Grecs. Parce qu'évidemment, alors la Grèce est rentrée en 1980 dans l'Union européenne. À l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, président français, a soutenu véritablement cette initiative en disant qu'on ne laissait pas Platon en dehors de l'Union européenne. En 86, ça c'est après encore plus réalisé, mais dès 80. Et là, on ne laissait pas Platon en dehors de l'Europe, c'était très politique. Donc il y a une vraie volonté politique de faire rentrer un pays dans l'Union européenne. Et puis après, il y a l'euro. La Grèce est entrée donc, en 2000 dans la zone euro. Et là, effectivement, quand on fait rentrer un pays et qu'on ne donne pas le mode d'emploi, tout a été très, très vite. La Grèce s'est énormément endettée. Et voilà, donc crise, Jeux Olympiques en 2004, et puis l'abysse en 2008. Et donc, je viens de vous raconter la suite au début. Donc, évidemment, quand on ne donne pas le mode d'emploi aussi au pays, quand on ne pose pas les conditions, c'est vrai que c'est toujours très, très difficile, notamment sur le plan économique. Donc, quand on parle d'élargissement, forcément, en Grèce, ça fait débat. Ça fait débat parce que oui, l'Ukraine, faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne, appelons un chat, c'est aussi des perspectives d'investissement énormes pour les grandes entreprises européennes. Donc il y a un côté économique qui est important. Évidemment, d'abord, avant tout, il y a aussi un côté politique. Mais ça va être dur aussi pour l'Ukraine de s'adapter aux conditions de l'Union européenne. La Grèce en a payé le prix fort. Est-ce que les autres pays qui sont candidats pourront le faire ?
Quant aux autres pays qui sont candidats, alors pardon, on parle de l'Albanie ou on parle de la Turquie, c'est très difficile de rentrer dans l'Union européenne quand on est en bisbille avec un autre pays membre de l'Union européenne. Par rapport à la Turquie, je pense notamment au fait comment rentrer dans l'Union européenne quand l'armée turque occupe toujours le quart nord de l'île de Chypre, ou en ce moment entre l'Albanie et la Grèce, on ne peut pas dire que les relations soient au beau fixe, c'est une histoire d'élection dans la région de Himala, c'est un maire d'origine grecque qui s'est fait emprisonner, bref. Donc, on ne va pas rentrer dans ces détails. Il faut donc d'abord que les conditions géopolitiques, et c'est ça qui va véritablement occuper l'Union européenne, en dehors aussi des questions de démocratie, la question géopolitique et évidemment la question économique. Et puis après, évidemment, vous parliez il y a 5 minutes de ce que perd comme terrain l'Union européenne quand elle n'est pas présente, parce que la nature a horreur du vide. Alors oui, l'Union européenne a drôlement reculé en Afrique, drôlement reculé aussi dans les pays des Balkans. L'un des premiers investisseurs, notamment en Albanie, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles l'Albanie devrait entrer dans l'Union européenne, c'est la Turquie. Turkish Airlines dessert l'Albanie en priorité. Pareil, ils veulent prendre les ports, les autoroutes. D'ailleurs, ça a vraiment fait tilter aussi le MEDEF français qui est allé voir aussi tous les MEDEF européens en disant, attendez, dans les pays, dans les Balkans, c'est pas normal que soit l'un des premiers investisseurs soit la Turquie. Donc évidemment qu'il faut aussi mettre tout ça dans un contexte. Et aussi, il y a des critères. Et les critères, eh ben, ils sont durs. C'est difficile, les critères d'adhésion. Il y a aussi la gouvernance, parce que pour l'instant, on prend les décisions à 27. Est-ce qu'on peut prendre des décisions? Et c'est difficile, hein. On suit tous un petit peu les conseils européens qui durent très tard la nuit, pour ne pas dire jusqu'au petit matin, pour prendre des décisions à 27. Est-ce que ça va être possible à plus de 27? Est-ce qu'il ne faut pas revoir la gouvernance? C'est dans les tuyaux, Adina Revol. Alors oui, si vous voulez, je pense qu'il faut regarder ce qu'on a réussi à faire les 5 dernières années. On a vécu la pandémie, on a vécu le retour de la guerre sur le continent européen, une crise énergétique due à l'utilisation de l'arme gazière par Vladimir Poutine. Et en fait, à 27, on a réagi alors même que, par exemple, en matière de santé, il n'y avait pas de budget européen. On est devenu la pharmacie du monde pour les vaccins. Donc, on a réussi pour l'Ukraine, malgré des différences entre les différentes préférences nationales, la solidarité est maintenue. On parlait justement de l'aide à l'Ukraine. Lucas Maciek, vous avez parlé finalement du coût de la non-adhésion d'une certaine façon. Là, on est à 98 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine. Et l'Ukraine, on a aussi une facilité, ça a été un peu évoqué par les différents intervenants. On prépare les élargissements. Donc, je voulais juste faire 2 points pour ça. L'élargissement est un processus qui est rigoureux, il y a des critères, mais en même temps, l'Union européenne accompagne aussi les États. Et d'ailleurs, hier soir, à Bruxelles, le Conseil et le Parlement se sont mis d'accord sur une facilité pour les Balkans, un sort d'aide économique. C'est un plan Une enveloppe de 6 milliards d'euros pour aider les pays des Balkans à faire des réformes, à investir dans la transition climatique, dans la connectivité. Et on a fait la même chose avec l'Ukraine, donc la fameuse facilité de 50 milliards d'euros pour les aider, pour les accompagner en fait dans leur chemin européen. Donc, effectivement, le processus d'adhésion, il est basé sur le mérite. Mais aujourd'hui, on doit avoir une vision. Et c'est là que viennent les propositions. Donc, en fait, le début du débat, la Commission européenne vient de faire des propositions, une première contribution, en fait, le 20 mars, sur justement ce qui impliquerait l'élargissement, notamment en termes d'état de droit, de gouvernance, et dans un certain nombre de politiques clés comme la transition climatique, la migration. Justement, aujourd'hui, comment ça se décide? On vote à 27, on vote à l'unanimité, à la majorité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors, je vais m'en sortir par une petite boutade. Jean-Claude Juncker, l'ancien président de la Commission européenne, c'est un ancien, je le prends comme exemple puisque Jean-Claude Juncker, c'est une figure de la construction européenne. Et quand, en 2014, il était président de la Commission européenne, il y avait les 10 ans de l'élargissement de 2004. Et lui, il a toujours dit, moi, je suis là depuis 1982. Ça a toujours, les décisions au Conseil, ça a toujours été aussi compliqué à 6, à 9, à 15 ou à
à 27. Et j'ai pris exprès cet exemple pour vous dire aussi que le plan de relance historique, c'est 750 milliards d'euros qu'on a emprunté au niveau européen pour investir, pour se relancer après l'économie, après la pandémie. En France, c'est 40 milliards d'euros. Pour vous, c'est le plan Un jeune, une solution, par exemple. Tout ça, on les a pris, ces mesures-là, on les a prises à l'unanimité. Donc tous les États ont été d'accord, même ceux qu'on appelle les frugaux, qui ne veulent pas nécessairement investir, dépenser énormément dans le budget européen. Donc on sait gérer ça. Alors maintenant, juste parce qu'on est ici pour faire aussi de la pédagogie, et je pense que c'est important. Dans l'Union européenne, vous avez plusieurs institutions. On entend souvent parler de Bruxelles, mais en fait, Bruxelles, entre guillemets, n'existe pas. Il y a la Commission qui propose des lois européennes. Ensuite, il y a le Conseil, donc avec les ministres, qui disposent avec le Parlement européen. D'ailleurs, il y a des élections européennes à venir. Allez voter, c'est important parce que le Parlement européen dispose avec le Conseil de l'Union européenne. Et donc, la prise de décision se fait à la majorité qualifiée, c'est-à-dire qu'il y a une majorité des États qui doivent être d'accord. On calcule ça avec la richesse et la population. En somme, 6 États peuvent bloquer le processus décisionnel au Conseil. Il faut en moyenne 2 grands États et 2 plus petits États pour bloquer la prise de décision. Mais encore une fois, j'insiste sur un fait. L'Union européenne, on dit souvent que la langue européenne, c'est le compromis. On sait faire des compromis. On l'a vu avec la pandémie, l'Ukraine, la crise énergétique. Sur la crise énergétique, on a pu prendre des mesures très importantes en 15 jours. Donc c'est très rapide et l'Union européenne, quand elle est confrontée à des crises très dures à gérer, elle sait prendre des mesures à la hauteur des enjeux. Lucas Masek. Il faut toujours se méfier des intuitions de bon sens. Et cette petite phrase « Ah, déjà, c'était compliqué avant, mais alors si on est plus nombreux, ça sera n'importe quoi », en fait, on l'entend à chaque élargissement. Et à chaque fois, on se rend compte qu'en fait, le système s'adapte. Et juste quelques exemples historiques. La pire crise probablement de l'histoire de la construction européenne, où on a vraiment frôlé l'explosion, la crise de la chaise vide provoquée par la France du général de Gaulle, on était 6. Comme quoi, on n'a pas besoin d'être 27 pour se mettre au bord du précipice. À 27, on a su négocier des choses extrêmement ambitieuses qui paraissaient impossibles quelques années auparavant. Le pacte vert pour l'Europe. Et ça se fait dans la douleur, ça va continuer d'ailleurs à se mettre en œuvre dans la douleur, mais on a réussi à le faire. On a réussi à rester unis à 27 dans la négociation ultra compliquée du Brexit face au Royaume-Uni qui a tout fait pour essayer de diviser les 27, ils n'y sont pas arrivés. Sur la Russie, c'est compliqué, la Hongrie bloque souvent, elle arrive à arracher de temps en temps une petite concession, etc. Mais fondamentalement, l'unité de l'Union européenne est sans doute l'une des mauvaises surprises pour Vladimir Poutine, à laquelle il s'attendait peut-être le moins. Et moi avec lui, parce que franchement, je pensais que sur la Russie, l'Union européenne ne saura pas tenir une ligne ferme pendant aussi longtemps à 27. Et un autre exemple, à 15, en 2000, les 15 ont eu un mal fou à se mettre d'accord sur une réforme institutionnelle et ils ont accouché d'une réforme pas satisfaisante, ce qu'on appelle le traité de Nice. 9 ans plus tard seulement, traité de Lisbonne, qui est loin d'être parfait, mais qui est beaucoup, beaucoup plus ambitieux et beaucoup, beaucoup mieux pensé que le traité de Nice. On a réussi à l'adopter à l'époque à 25, parce que c'était enfin non, 27, parce que enfin, on a commencé à 25, on a terminé à 27. Ouais. Donc tout ça pour dire qu'il faut vraiment se méfier de ces adages un peu rapides. D'ailleurs, il y a des recherches académiques qui ont été menées qui montrent que, par exemple, le processus de décision après 2004, dans les années qui ont suivi le passage de 15 à 25, était en moyenne plus rapide, il durait moins longtemps que le même processus législatif avant. Aussi parce que quand on grandit, bah effectivement, on va un peu plus vite parfois. On se permet effectivement de clore le débat peut-être un peu plus rapidement. Donc il peut y avoir aussi comme ça des effets. Et dernière chose, pardon, j'étais un peu long, il faut aussi savoir que la culture profonde, qui est profondément ancrée quand même dans le fonctionnement des institutions, c'est quand même la recherche du compromis et par là du consensus. Et ça, si vous relisez déjà les mémoires de Jean Monnet, l'un des pères fondateurs, il explique très clairement que la majorité qualifiée, c'est pas fait pour brutaliser une minorité, c'est pas pour passer en force
Il faut oublier nos manières des politiques nationales qui sont très conflictuelles, en majorité qui écrase l'opposition et après ils changent de rôle et ça continue. En Europe, on cherche patiemment le compromis, on vise le consensus et le vote à majorité, il est plutôt conçu comme une épée de Damoclès qui est accrochée au-dessus des négociateurs pour les pousser à la conciliation parce que le passage en force est perçu comme un échec pour tout le monde. Alors, il ne faut pas idéaliser, il y a des moments où les rapports de force sont très brutaux, où effectivement on va passer en force une décision, mais c'est extrêmement rare et on en parle encore 10 ans plus tard parce qu'on en reste traumatisé. Alexia Kefalas, depuis Ben Athènes, justement, le tu passage voulais en mettre un force. petit bémol? Ouais. Oui, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de passages en force. Quand on impose à la Grèce, après des nuits de négociation, et Bénédicte, tu le sais très bien, tu étais à Bruxelles toute la nuit, des nuits blanches, où on impose finalement des plans de rigueur à la Grèce, et que 5 ans plus tard, on dit qu'on regrette d'avoir un peu de ces plans de rigueur qui ne servaient à rien. Toutes les décisions sont pas si bonnes. Et puis en plus, l'Union européenne en tant que telle tarde beaucoup à prendre ces décisions. Alors si l'Union européenne a été créée et surtout a été tissée pour la paix et la cohésion, maintenant c'est encore plus dur parce qu'on est en train de créer une Europe de la défense. Et c'est ça aussi qu'il faut voir. Comment est-ce que l'Europe de la défense peut se faire, sachant qu'on est dans un processus bien entendu d'élargissement, mais on voit très bien que les intérêts des pays européens sont totalement différents. Et vous parliez de l'aide à la Russie, évidemment qu'il y a eu finalement une aide à la Russie, mais l'aide à la Russie, elle s'est faite au forceps, avec beaucoup de menaces, justement, notamment de couper les vivres à la Hongrie. Donc comment on joue avec ça? Quel exemple on donne aussi aux jeunes Européens qui vont voter? Et surtout, est-ce qu'il ne faut pas remercier Poutine et peut-être bientôt Trump, parce que c'est grâce à eux qu'on va pouvoir justement réunir cette Union européenne qui a tendance à être un peu fragile. Merci Alexia. Tout de suite, je rappelle que vous pouvez réagir avec le hashtag Printemps de l'écho sur Twitter, sur X, ex-Twitter. On est suivi par le lycée Loquidi-la-Salle à Nantes, le lycée de la Tour de l'Académie de Nancy. Il y a 2 salles pleines aussi, j'espère qu'elles sont pleines, à l'institution Notre-Dame à Nice, le lycée Siegfried à Paris, l'INRAE à Rennes, le lycée de Lorient, l'IPAG à Paris, 100 de personnes chez Safran, on les salue, elles sont réunies par la direction des relations institutionnelles, dans 100 d'étudiants à l'université de Lisbonne, l'université de Malaga, le lycée d'Athènes, retransmis à la Commission européenne aussi à Bruxelles, et l'établissement supérieur de Swansea au Pays de Galles. Bienvenue à tous, j'espère que vous nous suivez bien, que la retransmission est très bonne. Tu vois Alexia, il y a même des gens à Athènes avec toi, tu n'es pas seule à Athènes. Et j'en suis ravie, et je les encourage à nous suivre. Et surtout à aller voter aux européennes, parce que même avec cet élargissement, et surtout avec l'Ukraine, on sera plus fort, donc c'est important. Adina Revol, est-ce que vous vouliez réagir un petit peu sur ce qui s'est dit, sur les difficultés? J'aimerais citer la présidente de la Commission européenne et j'aimerais aussi reprendre... Qui est votre patronne. C'est votre patronne. Et qui arrive à Athènes. Alors, vous le savez peut-être pas, mais tous les ans, devant le Parlement européen, elle fait un grand discours démocratique et s'adresse aux députés européens, justement ceux qui vont être choisis au mois de juin, pour faire un état de l'Union européenne et se projeter vers l'avenir. Et justement, en septembre 2020. Alors, pourquoi Strasbourg? Parce que c'est le siège du Parlement européen. Et c'est en France. Et malheureusement, ça reste peu connu. Mais justement, je prends ce moment pour vous inciter à regarder, c'est début septembre. Et en fait, elle a parlé de l'élargissement de l'Europe. Elle a fait un bilan justement de l'élargissement. Cette année, le 1er mai, on va fêter les 20 ans du grand élargissement. Elle a rappelé qu'aujourd'hui, c'est dans l'intérêt stratégique et sécuritaire de compléter l'Union européenne. Elle a utilisé ce mot, compléter l'Union européenne, parce que l'histoire nous appelle à le faire. On doit répondre à l'appel de l'histoire, comme nous avons, vous l'avez mentionné, Bénédicte Tassard au début, comme nous avons répondu il y a 20 ans à l'appel de l'histoire avec le grand élargissement de 2004. Cependant, il faut avoir une vision
Il faut avoir un processus rigoureux et puis il faut faire en sorte que cet élargissement pour compléter l'Union européenne soit un catalyseur de progrès, puisque chaque élargissement que nous avons vécu depuis le début de la construction européenne, donc on a eu 8 élargissements, a été un catalyseur de progrès. Chaque fois, on a su approfondir l'Union européenne, parce que finalement, ce dont on parle, c'est faut-il élargir ou approfondir. Il ne faut pas choisir, il faut faire les deux. Donc, on a eu en 1957 une union, on a eu la CECA au tout début, la communauté économique, la communauté de l'acier et du charbon. Après, on est allé vers une intégration économique, et avec le grand élargissement de 2004, on a transformé la communauté économique européenne en union des peuples et des États. Et donc aujourd'hui, on doit compléter dans l'intérêt géoéconomique de l'Union européenne, dans un monde où le poids compte, on doit compléter cette union pour faire grandir et compléter notre union. Lucas Masek. Il faut être lucide. Si on aborde la question de l'élargissement à venir en l'état actuel des choses, avec les outils actuels, je suis persuadé qu'on part en fait d'une quadrature du cercle. Parce que d'un côté, on a effectivement, je l'ai dit au début, on était plusieurs à le rappeler, on est face à des candidatures compliquées, qui donc normalement, si on fait les choses comme d'habitude, prendront des années et des années. En moyenne, un élargissement par le passé, sauf les pays de 95, la Finlande, l'Autriche et la Suède, qui étaient des pays entre guillemets faciles pour des tas de raisons, mais tous les élargissements un peu compliqués par le passé, que ce soit celui de Grèce en 81, que ce soit celui de 2004, ils ont pris grosso modo une grosse dizaine d'années, 10-12 ans, quelque chose comme ça. Donc voilà, si on fait les choses comme d'habitude, on fait ça. Pourquoi je parle d'une quadrature du cercle? Parce qu'en même temps, on n'a pas ce temps-là. Parce que tous les bénéfices géopolitiques qu'on recherche, tout ce besoin de stabilisation, tout ce besoin de relancer le processus alors qu'il y a déjà une frustration, une déception qui s'est accumulée, notamment dans les pays des Balkans, ne nous laisse pas ce temps-là. On n'a pas ce luxe-là. Donc, tout nous pousse à faire un élargissement rapide, mais si on fait un élargissement rapide, vu les problèmes que ces pays ont sur le dos, on va à la catastrophe, pour eux comme pour nous. Je crois qu'il faut être très clair là-dessus. Donc, comme toujours, hein, quand on est face à un problème de ce type-là, il faut sortir de la boîte, il faut aller out of the box, comme on dit en bon français. Et donc, je pense que fondamentalement, il faut repenser la méthode d'élargissement. Si on veut appliquer la méthode de 2004 aux candidats actuels, je pense très sincèrement qu'on va dans le mur. Alors, quelle méthode? Alors, la méthode, il y a une idée qui est débattue depuis des années, plutôt dans le milieu des think tanks. Et par exemple, dans notre think tank, l'Institut Jacques Delors, au Centre Grande Europe, c'est un de nos sujets favoris ces derniers temps. C'est d'envisager quelque chose de beaucoup plus progressif. On parle d'intégration ou d'adhésion, vaste débat, graduelle, progressive, par étapes. Alors après, il y a X modèles qui ont été pensés, proposés, et aucun aujourd'hui ne s'est imposé, mais effectivement, je crois que la clé, elle est dans une redéfinition du processus qui, jusqu'ici, avait un côté assez binaire. Tant qu'on est candidat, franchement, on ne bénéficie de pas grand-chose. Bien sûr, il y a des aides qu'on donne aux candidats, mais ça reste quelque chose d'assez limité. Et puis, du jour au lendemain, on devient membre à part entière, et tout d'un coup, on bénéficie de tout, y compris des choses dont on n'est pas forcément capable de se servir. Je pense qu'il faut lisser ce processus, avec du coup un processus où il y a des bénéfices tangibles pour les citoyens des pays candidats qui arrivent progressivement, mais assez rapidement et tout au long du processus, plutôt que d'attendre le... Je vais vous demander un exemple. Par exemple, aujourd'hui, un candidat reçoit à peu près 6 ou 7 fois moins d'aide européenne financière qu'un membre qui vient d'entrer à niveau économique comparable et à taille démographique comparable. C'est absurde de passer de 1 à 6 ou à 7 du jour au lendemain. Non, il faut, alors tout ça avec une conditionnalité, avec des critères, il faut que le pays candidat le mérite, mais un pays qui fait des efforts, qui effectivement fait tout ce travail d'assimilation du droit européen, etc., il faut effectivement lisser cette trajectoire, cette montée en puissance d'aide financière. Mais ce n'est pas qu'une question financière. Moi, je pense que des pays, comme par exemple l'Albanie, puisqu'on parlait de l'Albanie, des pays qui sont membres de l'OTAN, qui sont nos alliés, qui sont alignés à 100% sur notre politique étrangère et de sécurité commune, je pense qu'il faut beaucoup plus les associer à la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne
mais en les traitant quasiment comme s'ils étaient membres, c'est-à-dire en leur donnant vraiment une voix au chapitre. Donc voilà, c'est ça que j'entends personnellement par cette intégration graduelle. C'est pas facile, c'est pas simple, mais je crois qu'il faut être créatif et trouver ça. Et toute l'Union européenne, toute l'intégration européenne, ça a toujours été ça. Si Jean Monnet n'avait pas pensé out of the box, on n'aurait pas l'Union européenne d'aujourd'hui. S'il avait appliqué les méthodes du passé, on se serait retrouvé avec une nouvelle SDN et ça se serait terminé peut-être malheureusement de la même façon. Donc la clé, elle est là. Et du côté des pays, parce que j'ai insisté aussi sur les difficultés du côté des pays membres, cette progressivité peut rassurer. Parce que typiquement, ça veut dire que, par exemple, sur la question agricole, qui est une question qui aujourd'hui agite beaucoup de gens, on peut effectivement se dire, là-dessus, on va se donner le temps. C'est-à-dire, on ne va pas conditionner par la compatibilité de l'agriculture ukrainienne à l'adhésion à la politique agricole commune, leur adhésion. Ce qu'on a fait avec la Pologne. Il y a des pays, et à d'autres pays d'Europe centrale, il y a des pays qui étaient prêts dès 2000. Mais on attendait que la Pologne soit soluble, entre guillemets, dans l'Union européenne et notamment dans la politique agricole. Si on fait la même chose avec l'Ukraine, on va dans le mur. Donc, par contre, si effectivement l'Ukraine peut bénéficier d'autres éléments d'appartenance à l'Union européenne, si elle a une perspective claire où elle voit qu'elle gravit les marches progressivement et qu'il n'y a aucun doute sur le fait qu'à la fin de ces marches, il y a une adhésion pleine et entière. Donc il y a aussi une question de garantie politique, de crédibilité de ce processus. Mais si on fait ça, on peut peut-être gagner une très longue période pour se donner le temps de s'adapter des deux côtés à ce que l'agriculture ukrainienne ne soit plus un problème, ni pour les Ukrainiens, ni pour nos agriculteurs. Tota Vodo, est-ce que vous sentez une adhésion à cette proposition d'adhésion graduée à l'Union européenne? Est-ce que l'Albanie serait prête à dire oui à ça? En effet, il y a eu plusieurs débats sur ces propositions et je remercie M. Masek de mentionner cela parce que effectivement, on parle aujourd'hui d'une post-Lisbonne, on parle de réformer l'Union européenne et je me réjouis sur le fait que le président Macron, il était en fait en première ligne à mentionner et après à porter en avant de propositions sur une méthodologie nouvelle pour faire en sorte que ces pays peuvent s'adapter progressivement à l'adhésion. Donc, c'est vrai absolument qu'on ne peut pas attendre que ces pays deviennent toutes seuls démocratiques et que l'état de droit dans ces pays, d'un jour à le lendemain, a des résultats. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, on ne peut pas attendre ni un an, ni une décennie pour que cette région devienne plus transparente. Donc, évidemment, la classe dirigeante de l'Union doit réfléchir sur ces réformes. Et c'est pour cela qu'il y a déjà plusieurs propositions qui sont en jeu. Et justement, un des problèmes et un des calculs qui n'était pas forcément très exact, c'est la temporalité. Donc, quand ces pays vont devenir des membres effectifs de l'Union européenne. Le problème principal ici est qu'il y a eu plusieurs dates qui n'étaient pas respectées dans le passé. Et maintenant, quand on y pense à 2030, comme c'était la date proposée par Charles Michel, déclarée publiquement, le Premier ministre albanais Edi Rama ou aussi d'autres dirigeants de la région, ils ont bien critiqué cette date et ils ont exprimé toute leur méfiance et en disant que c'est une date qui ne va pas être respectée. 2030, parce qu'on rappelle depuis combien de temps l'Albanie attend d'entrer dans l'Union européenne? C'est en 2004 que a commencé qui a commencé à faire la demande, mais après pour l'ouverture de négociations, c'est-à-dire entre notre terme, il y a 35 chapitres de l'acquis communautaire sur lequel le pays candidat doit négocier, c'est juste l'année passée qu'ils ont vu le feu vert. Donc, pour aussi mentionner la guerre en Ukraine, c'est entre guillemets grâce à Poutine que l'agenda d'élargissement est de retour. Et on voit tout ce pays candidat que enfin on se rend compte que c'est important et comme c'est déjà mentionné par Monsieur Masek,
si vous pensez que l'élargissement coûte cher, il faut voir aussi surtout la guerre et les conséquences de la guerre. Donc c'est pour cela qu'en étant une région géostratégique, c'est important de proposer ces réformes. Donc, les chapitres les plus importants que font partie de droits fondamentaux, c'est surtout le chapitre 23 et 24. Et pour être un petit peu plus concrète, ce sont les chapitres qui s'appuient sur les réformes judiciaires, l'état de droit, sur lequel absolument l'Union européenne ne peut pas faire de compromis. Et ça veut dire que ce sont de chapitres sur lesquels il faut une observation en continuation, même après l'adhésion. Et ce sont des chapitres que, même après l'adhésion, il faut juste voir l'exemple de la Roumanie et de la Bulgarie, eh bien, ils vont faire une compte rendue pour qu'on se rassure qu'il y a... Ce sont de pays en pleine ligne avec les principes et les valeurs de l'Union. Donc, qu'est-ce que c'est important pour les pays de Balkans en ce moment-là? C'est tout d'abord d'avancer avec les chapitres. Donc, maintenant, avec la méthodologie proposée, chaque pays membre de l'Union peut proposer d'un jour à l'autre de rouvrir un chapitre malgré que ça a été clôturé. En d'autres termes, ça veut dire que si, par exemple, on prend la Grèce, s'il y a un problème avec le pays voisin, l'Albanie, eh bien, a tout la possibilité de demander d'ouvrir une telle ou tel chapitre. Donc, de bloquer, et en fait, on peut le voir concrètement que ça a été fait par la Bulgarie envers la Macédoine du Nord ou la Grèce envers la Macédoine du Nord, où on a plusieurs exemples dans l'histoire entre la Croatie et la Slovénie, etc. etc. Donc, voilà, ce sont deux exemples concrets que l'histoire nous montre qu'il y a un danger, tout à fait, pour que ça arrive pendant les années à venir. C'est pour cela qu'il faut repenser aussi à quels sont les chapitres sur lesquels les pays membres de l'Union ont droit de réclamer et de demander pour qu'il y ait une ouverture de chapitres. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce qu'il y a des questions, monsieur là-bas? Tout en haut. Allez-y, je vous écoute. Allez-y. Bon, c'est pas grave, on va... Ah voilà, il arrive, le micro. Merci à tous les intervenants. Monsieur Masek, vous aviez parlé des diverses réformes de l'Union, enfin, 1951, la CECA, 1957, le marché commun, 2004, la CE qui s'est transformée à chaque fois différemment. Est-ce que désormais, avec ces nouveaux élargissements à venir, il ne faut pas penser une Europe qui assume davantage sa puissance et qui passerait également par un renforcement, vous en avez un petit peu parlé, un renforcement institutionnel interne, davantage de légitimation populaire aussi, légitimation du Parlement, le vote par le Parlement, par exemple des ressources budgétaires, un budget commun, une initiative parlementaire qui permettrait de rendre l'Union européenne peut-être davantage attractive aussi. Il y a aussi toute cette dimension de soft power. Merci. Ça a déjà été évoqué, j'avoue que je ne me rappelle plus qui l'avait dit, mais je suis très d'accord avec cette idée que élargissement et approfondissement, c'est quelque chose qu'on a souvent aimé opposer, notamment en France. Quand j'étais étudiant en Sciences Po dans les années 90, c'était un peu la tarte à la crème, une dissertation, faut-il privilégier l'un ou l'autre? C'est deux faces d'une même pièce, ou je préfère plutôt dire ce sont deux jambes sur lesquelles le processus avance. Penser l'un sans l'autre, ça n'a pas de sens. Si vous approfondissez une Union européenne à 6, ce n'est pas une Union européenne, parce que l'Europe ne se compose pas de 6 États. Et si vous faites une Union européenne à 35 qui ne marche pas, donc ne sert à rien, quel intérêt d'y adhérer? Donc, voilà, maintenant qu'il y a une tension, bien sûr que c'est compliqué, bien sûr, mais il faut, donc voilà, je commence un peu de manière un peu large pour répondre à votre question.
Idéalement, oui, il faudrait effectivement être capable de mener à bien cet élargissement avec une nouvelle étape vers une forme d'approfondissement. Maintenant, je fais partie des gens qui pensent que souvent ce débat est biaisé par des visions qui sont plus idéologiques que pragmatiques, par l'utilisation des mots qui créent plus de problèmes qu'ils n'en résolvent, comme par exemple le mot fédération, et que souvent on s'accroche à cette illusion que je me permettrais de qualifier de très française, que le changement des institutions qui étaient très bien pensées par des grands esprits juridiques et politiques va faire fonctionner un système mieux. Moi, je pense qu'il faut d'abord peut-être utiliser à fond, à 120%, les outils de ce que nous avons déjà, et on ne le fait pas, avant de se poser la question d'un énième grand soir institutionnel ou en faire une nouvelle réforme pour voir qu'à nouveau ça ne va pas marcher, parce que si vous recommencez avec les mêmes, avec des règles un peu modifiées, finalement le résultat reste le même. Donc je pense qu'effectivement, oui, il faut que le Parlement européen, qui s'est déjà énormément renforcé, si vous regardez la trajectoire du Parlement européen depuis l'origine à aujourd'hui, c'est le grand gagnant de toutes les réformes institutionnelles, c'est l'institution qui a énormément pris du pouvoir. Maintenant, je pense qu'il a encore des marges de progression, mais je pense qu'il va les gagner non pas par un prochain traité, mais par une capacité de s'imposer politiquement, avec des députés européens qui sauront instaurer un rapport de force par rapport aux États, par rapport au Conseil, qu'aujourd'hui encore, ils ont du mal à faire. Moi, je suis un fervent partisan d'une Commission européenne plus politique, et je mesure les progrès qui ont été faits sur ce plan-là. La Commission actuelle ou la Commission précédente était beaucoup plus politique et politisée, selon moi, dans le bon sens du terme, que leurs prédécesseurs. Et on part des commissions européennes il y a 30-40 ans qui n'étaient pas du tout politisées et pas du tout politiques dans leur fonctionnement. Donc là aussi, un chemin qui était fait. Je pense qu'un chemin qu'il faut poursuivre, mais je pense qu'on ne le décrétera pas par un changement de traité. On l'aura parce qu'un jour, la bonne personne se retrouve à la bonne place et une présidente ou un président de la Commission saura encore davantage s'imposer comme un leader. Il y a des choses que les traités permettent et qu'on ne fait pas. Par exemple, moi je suis un fervent partisan, même si je sais que c'est très controversé et je sais qu'il y a des arguments contre et voilà, ils sont quand même intéressants à concevoir. Mais personnellement, malgré ces arguments, je continue à penser que ça serait très intéressant de confier à la même personne la présidence de la Commission européenne et du Conseil européen. Et pour faire un espèce de super président qui aurait cette double légitimité communautaire et interétatique, plutôt que d'avoir aujourd'hui une situation où on a parfois le sentiment qu'il y a des tensions, des rivalités personnelles qui n'aident pas l'Union. Donc voilà des choses qu'on peut faire sans changer une virgule dans les traités. Et j'ai envie de dire, tant qu'on n'a pas fait tout ça, arrêtons le débat sur... Alors après qu'il y a sans doute des ajustements nécessaires qu'on peut inclure dans les traités d'adhésion, comme effectivement peut-être revoir certains éléments de vote à majorité, etc. Oui, je pense qu'il faut le faire, mais ne rêvons pas d'un grand saut fédéral qui va tout résoudre. Ça risque plutôt d'être le début de beaucoup de problèmes. Je peux juste rajouter une seule petite chose par rapport au Parlement européen. C'est très important d'aller voter parce que le Parlement européen va voter, va élire le président ou le président de la future Commission européenne. On entend souvent que le ou la présidente de la Commission est un fonctionnaire non élu, alors qu'il est élu depuis 2009, vous avez mentionné le traité de Lisbonne, par les députés européens. Et encore mieux, depuis 1994, le Parlement fait des auditions de tous les commissaires européens proposés par les États membres. Et la dernière fois, par exemple, Sylvie Goulard a été retoquée. Il y a d'autres exemples. À chaque nouvelle commission, il y a 2-3 commissaires nommés qui sont retoqués. Donc il y a un vrai exercice démocratique qui est très important et qui est mené par le Parlement européen. Alexia Kefalas-Sangrès, tu voulais réagir? Oui, parce que finalement, en fait, le débat de ces réformes institutionnelles, c'est aussi ce débat sur l'étatisation de l'Union européenne. On voit qu'il y a une grande majorité maintenant des pays européens. Alors évidemment, la Bulgarie, la Hongrie et aussi la Grèce, il faut dire, sont un peu plus réticents sur l'étatisation de cette Union européenne, sur cette prise de décision, notamment en attente de crise. Alors, je sais qu'on n'a pas le temps maintenant d'ouvrir ce débat-là, mais il faudrait justement en débattre et voir quel est cet intérêt de cette étatisation de l'Union européenne. Vous venez de le dire, c'est un pas important qui va se passer avec le Parlement européen cette année. Étatisation, oui. C'est-à-dire véritablement un État avec un chef d'État, avec des prises de pouvoir, alors je ne sais pas si la solution c'est que le président du Parlement européen soit aussi le président ou la présidente de la Commission européenne, mais voilà,
en faire un véritable État fédéral, à l'image des États-Unis peut-être, mais que ce soit vraiment les États-Unis d'Europe avec une vraie prise de décision, l'étatisation européenne. Monsieur Masek. Mais c'est exactement ce que j'ai dit. Justement, je ne crois pas à un grand saut vers une fédération européenne. Je crois à une exploitation maximaliste des outils que les traités donnent déjà aujourd'hui, qui sont mal utilisés. Et pour revenir sur le Parlement européen, le problème du Parlement européen aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas les pouvoirs que lui confèrent les traités. C'est le problème que les électeurs l'élisent malheureusement pas en masse. Et donc que la légitimité démocratique de ce Parlement peut être questionnée parce que malheureusement il est entre guillemets mal élu avec des participations très faibles. Mais là encore, c'est un travail qui ne sera pas résolu par des traités, mais par un travail pédagogique, politique, aussi par des comportements politiques qui doivent évoluer. C'est clair que tant que de nombreuses personnes, je ne montre personne de doigt, se portent candidats à ce Parlement avec l'idée de faire tout sauf travailler dans ce Parlement, c'est-à-dire ils s'y font élire en attendant un poste national plus alléchant, et à la première occasion ils démissionnent, il y a un problème. Or, effectivement, je trouve qu'aujourd'hui on a beaucoup de députés européens qui sont candidats pour ce poste pour de mauvaises raisons, qui s'y impliquent peu, qui restent peu de temps. Après, heureusement, il y en a d'autres. Il y a plein de députés européens qui travaillent avec beaucoup de qualité, qui enchaînent plusieurs mandats, qui gagnent une vraie notoriété, une vraie autorité auprès de leurs pairs et auprès de l'opinion publique. Mais malheureusement, il n'y en a pas assez. Donc voilà, il faut s'attacher à ça. Et tout ça, ça prend du temps. Donc il faut aussi, comme disait François Mitterrand, donner du temps au temps. Et je trouve que souvent, l'Union européenne est objet comme ça des fantasmes soit négatifs, soit excessivement négatifs, soit excessivement positifs, qui toujours s'accrochent comme ça à des idées super générales, souvent très idéologiques. Et c'est pas comme ça qu'on fait avancer cette machine ultra compliquée, mais aussi ultra utile, pour ne pas dire nécessaire. Madame Vaudot, depuis Bruxelles. Oui, en fait, justement, il faut aussi réfléchir pourquoi il n'y a pas assez d'intérêt. Chaque fois qu'on parle des élections européennes, le problème, c'est le même, qu'il n'y a pas beaucoup de participation. Donc, ce n'est pas juste une question de post-Lisbonne ou d'un traité et juste la réforme au niveau législatif, mais aussi de comprendre pourquoi il y a un faible intérêt de part des citoyens. Par exemple, en France, on voit très bien que les citoyens français, eh bien, très souvent, ils ne participent pas aux élections européennes, tandis qu'ils considèrent que ce sont les élections présidentielles le plus important. Donc, évidemment, ça leur touche beaucoup plus concrètement, tandis qu'une bonne partie de la législation qui est mise en œuvre dans chaque pays membre de l'Union, eh bien, ça vient de Bruxelles. Et ça, on ne le mentionne pas, on ne l'explique pas. Et donc, il n'y a pas une communication entre Bruxelles et tous les autres pays membres. Donc, à mon avis, en autres termes, eh bien, il y a aussi une faible lien entre la classe dirigeante européenne. On l'a vu par des sondages aussi embarrassants que les citoyens, eh bien, ils ne savaient même pas qui était le président de la Commission ou le président du Parlement. Et ça montre encore une fois que aussi les députés européens, ils ne vont pas être les personnages politiques le plus célèbre de chaque pays. Donc c'est pour cela que, à mon avis, est-ce que l'Union européenne, et c'est ça la question qu'on doit se poser, est-ce que l'Union européenne aujourd'hui sait communiquer bien avec ses citoyens pour mettre en valeur tout le travail fait derrière tous les bénéfices qu'on voit aujourd'hui dans l'Union? Adina Revol, on a une idée du taux d'abstention aux dernières élections européennes en France ? Alors, de tête, je pense qu'il était 47% et on était sur le taux d'abstention le plus faible depuis que les élections ont eu lieu. En fait, en 2019, on a eu une mobilisation plus importante partout dans l'Union européenne, y compris en France. Et on a vu justement une demande d'une Europe plus verte. Et ça s'est traduit concrètement ensuite dans le projet de pacte vert européen qui a été défendu par la présidente Ursula von der Leyen dans son discours d'investiture devant le Parlement européen.
vous mentionnez, Madame Kefalas, le besoin en fait de connaître ce que fait l'Union européenne. Et c'est effectivement, on revient aux pères fondateurs qui disent qu'ils nous ont toujours enseigné que l'Europe qui marche, c'est l'Europe du concret. Donc c'est notre rôle à tous dans notre vie quotidienne de faire savoir, et c'est aussi le rôle de notre politique, des médias, de faire savoir ce que fait l'Union européenne. Aujourd'hui, au niveau de l'Union européenne, on traite des enjeux qui ne peuvent plus être traités au niveau national, que ce soit le changement climatique, le numérique, la paix. Tout ça, c'est traité. On a du poids lorsqu'on le fait ensemble, unis. On l'a vu avec les vaccins au niveau de l'Union européenne. Et puis après, il y a le concret, il y a le quotidien. J'ai mentionné tout à l'heure le plan Enjeux et Solutions. Moi, j'ai mentionné aussi MaPrimeRénov', qui est amplement connu en France, mais on ne sait pas qu'il est financé à 70% par le plan de relance européen. Et j'en passe d'autres. Il y a plein d'universités dont la reconstruction en fait, énergétique est financée par l'Union européenne. On le sait très peu. Des maisons de santé qui sont dans les endroits ruraux, qui sont financées par l'Union européenne. On le sait vraiment très très peu. Et c'est d'ailleurs une des missions de la représentation en France de la Commission européenne que je représente ici, de faire connaître l'Europe sur le terrain. Merci beaucoup. En tout cas, l'élargissement, vous allez sûrement en entendre énormément parler juste avant le vote en juin prochain aux élections européennes, et j'espère que nous vous avons donné quelques petites infos. Merci beaucoup. Alexia Kefalas, en Grèce, Tetavodo, depuis Bruxelles. Merci beaucoup. Lucas Masek et Adina Revol. Merci beaucoup. Merci à tous.